partie, bien évidemment. Jacqueline qui est là-bas, il y a le président Raphaël Dogmo, qui sont des compagnons de route, comme on dit, depuis bientôt quelques années, n'est-ce pas? Même si l'association est née bien après, même si l'association est née bien après, bien sûr, comment dirais-je, la déportation de Laurent Gbagbo à La Haye, et bien évidemment, bien avant que se déroulent tous ces événements que l'on vit tous les uns et les autres, de manière un peu, comment dirais-je, un peu dure, bien sûr, mais je crois aussi de manière très courageuse, parce que justement, au bout de ce qui est un petit tunnel, il y a de la lumière, et cette lumière, bien évidemment, elle viendra très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on peut l'imaginer. Donc, merci en tout cas de m'avoir invité à parler notamment de la Cour pénale internationale. Je ne vais pas m'étendre sur la Cour pénale internationale. Je ne vais pas m'en tenir à toutes les procédures. Abiba est là, fort heureusement pour nous. Elle est celle qui nous apporte un soutien, peut-être, en entrant un petit peu, comment dirais-je, dans les faits, dans les véritables faits, et, comment dirais-je aussi, en nous arrêtant un peu de parler. Nous, peut-être qu'on dira que, au fond, les profs dissertent, exposent, mais je crois qu'il n'est pas mauvais peut-être de revenir un petit peu sur cette Cour pénale internationale. Beaucoup d'entre vous la connaissent, sans doute, mais je crois qu'il est bon de rappeler un peu cette évolution qu'elle a vécue, cette Cour pénale internationale. Une Cour pénale internationale, je le signale tout simplement, qui lorsqu'elle a été créée en 98, lorsque le statut de Rome, bien évidemment, a été mis sur les rails, et que ce statut de Rome a réuni comment dirais-je, les ratifications requises pour qu'il puisse entrer en vigueur. C'est-à-dire depuis 2002, en fait, l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, bien sûr, il y a eu un certain nombre de faits qui ont été, en quelque sorte, martelés autour de ce qui était considéré comme une véritable révolution, qui allait garantir l'impunité, qui allait surtout s'attaquer, à l'époque, je me souviens, aux régimes autoritaires. On estimait qu'il n'y avait pratiquement pas d'agencement institutionnel, d'agencement politique qui permettait en quelque sorte, ou même judiciaire bien sûr, qui permettait de mettre un terme parfois aux agissements d'un certain nombre de régimes autocratiques. Mais rapidement, cette Cour pénale internationale a dévié bien sûr de ce qu'elle devait être. Et j'ai envie de dire que près d'une quinzaine d'années après son entrée en fonction en 2002, l'avenir aujourd'hui de la Cour pénale internationale s'assombrit. L'avenir de la Cour pénale internationale est sérieusement remis en cause, et qu'on est loin en tout cas des qualificatifs élogieux qui avaient accompagné sa création. Je me souviens, à l'époque, nous étions, pourquoi pas, des militants d'une cour qui allait véritablement se mettre devant les agissements dictatoriaux, autocratiques d'un certain nombre de régimes, pas simplement des régimes africains, mais à travers le monde. Eh bien, à l'époque, je me souviens que Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies, avait dit que la création de la Cour pénale internationale était la chose la plus importante après la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945. C'est dire qu'il y avait des espoirs qui étaient portés sur cette Cour, même si ces espoirs, bien sûr, étaient quelque peu, à mon avis, trop ambitieux, non seulement ambitieux, mais prétentieux par certains côtés, puisque on aura l'occasion de voir que Kofi Annan n'a pas brillé justement par sa façon d'intervenir lorsque la Cour pénale internationale a commencé à dévier dans les années 2000. Je me souviens, il s'est tout simplement, pardonnez-moi l'expression, mise aux abonnés absents lorsque la crise électorale a éclaté, la crise post-électorale comme on dit, et lorsque surtout les grandes puissances, et en particulier les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité, se sont véritablement arrogé le pouvoir de saisir la Cour pénale internationale, de l'orienter et bien évidemment d'en faire un petit peu leur instrument de domination, leur instrument bien évidemment politique, en matière notamment de domination, en matière de satisfaction de leurs intérêts. Alors, je disais donc que plus de 15 ans après, son avenir, l'avenir de la Cour s'assombrit de plus en plus. Aujourd'hui, le procès qui est intenté au président Laurent Gbagbo en est pour beaucoup d'ailleurs dans cette évolution. Le procès qui est intenté, le procès inique,
personnellement je trouve unique, qui est intenté au président Gbagbo, eh bien, a en fait véritablement bouleversé, me semble-t-il, la donne concernant la Cour pénale internationale. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que la Cour pénale internationale avait été saisie d'un certain nombre de dossiers. Je crois qu'il y a aujourd'hui 7 procédures en cours devant la Cour pénale internationale, et les 7 procédures, bien sûr, concernent les États africains, concernent les Africains. Donc avant même qu'il y ait cette affaire Gbagbo, disons que la Cour était certes connue pour ses travers, elle était connue pour ses perversions procédurales, mais je crois qu'Abiba nous en parlera plus tout à l'heure. Mais pour autant, il n'y avait pas de véritable remise en cause de cette institution. Aujourd'hui, il est clairement établi, en tout cas, que cette Cour pénale internationale, tant dans son organisation que dans son fonctionnement, ne présente que de simples, même pas de simples apparences. 10 ans après, son avenir, l'avenir de la Cour s'assombrit de plus en plus. Aujourd'hui, le procès qui est intenté au président Laurent Gbagbo s'est nourri, cette Cour pénale internationale, de toutes les résolutions donc, adoptées par le Conseil de sécurité. Toutes les résolutions qui allaient dans un seul sens, c'est-à-dire accabler les partisans de Laurent Gbagbo. J'écoutais tout à l'heure Bégoudé qui disait cela, mais c'est vrai que ces résolutions ont en quelque sorte nourri tout simplement ces résolutions partiales et présentées toutes, je l'ai dit, dans le cas de la Côte d'Ivoire, par la France, par le représentant de la France au Conseil de sécurité. Eh bien, comment dirais-je, cette emprise, et notamment des résolutions, donc, en particulier sur la Côte d'Ivoire, a véritablement, j'ai envie de dire, tourné quasiment comment dirais-je, à la mascarade. Sachez tout simplement que le procureur Moreno Ocampo a pris la décision notamment de se saisir du dossier, bien sûr, du dossier ivoirien, et bien évidemment de poursuivre notamment les auteurs, soi-disant, des graves crimes commis par certaines parties ivoiriennes, qui ne les nommaient pas tellement, mais qui étaient uniquement les parties ivoiriennes, côté bien sûr Laurent Gbagbo. Eh bien, ce procureur a tout simplement, ou c'est plutôt adossé à une résolution 1975. 1975, elle est extrêmement importante, qui en quelque sorte engage, si vous voulez, 1975, qui a engagé les membres permanents du Conseil de sécurité, qui a engagé, bien sûr, la France en particulier, les membres permanents du Conseil de sécurité, à faire intervenir les forces armées pour assurer la protection, pour assurer prétendument la protection des populations civiles. L'argument était massu, bien évidemment, attaquer les populations civiles avec des armes lourdes venant uniquement du côté de Laurent Gbagbo, eh bien la partie était presque jouée pour, d'une certaine manière, amener progressivement le président Laurent Gbagbo donc, à la Cour pénale internationale. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement ce procureur Ocampo s'appuyer ou s'adosser à cette résolution dont je disais tout à l'heure 1975 qui véritablement accablait uniquement les partisans de Gbagbo et notamment faisait porter la responsabilité, disons, de la, comment dirais-je, des brimades subies, des massacres subis par la population civile à cette partie, précisément, à cette partie ivoirienne, à cette partie bien sûr proche du président Gbagbo. Donc, à partir de là, que s'est-il passé? Eh bien, c'est enclenché en quelque sorte la procédure. Cette procédure qui allait amener le président Gbagbo, bien sûr, à La Haye, eh bien, cette procédure a été tout simplement suivie aussi, ne l'oublions pas, d'une espèce de riposte militaire qui a été menée non seulement par les forces fidèles, les forces ivoiriennes fidèles à Ouattara, mais aussi par l'armée française. C'est l'armée française qui a à ce moment-là, forte de cette résolution 1975, l'armée française qui a opéré ces fameuses activités, qui a opéré donc ces opérations, qui a suscité ces opérations militaires, et notamment cette espèce de descente meurtrière vers le sud, et notamment à Abidjan, jusqu'à aboutir bien évidemment à la résidence du président Gbagbo. Donc, vous voyez qu'à partir de là, en quelque sorte, la scène était déjà installée. La scène macabre
en tout cas étaient déjà installés, où se sont mêlés à la fois, bien sûr, les membres permanents du Conseil de sécurité, cet organe qui est censé, bien évidemment, assurer le maintien de la paix, mais aussi, bien sûr, mais aussi le procureur, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. Et à partir de là, a été enclenché, vous le savez tous, bien sûr, ici, a été enclenché le processus qui allait conduire purement et simplement à la déportation de Laurent Gbagbo à La Haye, à ce fameux transfert qu'on a appelé le transfert vers La Haye, transfert vers La Haye qui a reposé, il faut le savoir, qui a reposé sur deux choses. Une prétendue déclaration de compétences qui avait été, autant que je sache, c'est bien ça, adressée à la Cour pénale internationale par Ouattara, et qui a reposé également, bien sûr, sur les fameuses enquêtes bidons, qui ont été, bien sûr, menées par le procureur Moreno Ocampo. Je crois que c'est vraiment ça qui démontre un petit peu le caractère absolument unique de la Cour pénale internationale. J'ose même plus parler de politisation. Il peut y avoir politisation, mais c'est une politisation qui est purement simplement jugée à l'aune tout simplement des intérêts des trois membres permanents du Conseil de sécurité, que sont la France, les États-Unis et bien évidemment le Royaume-Uni. Et c'est d'autant plus, ça paraît être d'autant plus paradoxal, je le disais tout à l'heure, que les États-Unis d'Amérique peuvent influer sur la saisine de la Cour pénale internationale, tout en n'étant pas partis à cette Cour. Et ils l'ont fait, je le disais tout à l'heure, ils l'ont fait dans le cas du Soudan, mais ils ne l'ont pas fait simplement dans le cas du Soudan, puisqu'ils se sont attaqués à d'autres, bien sûr, affaires qui étaient pendantes devant la Cour pénale internationale. Donc, c'est à partir honnêtement, de cette espèce de déviance politique et juridictionnelle, de ces dérives de la Cour pénale internationale, ces dérives de la Cour pénale internationale qui se sont abreuvées, encore une fois, qui se sont abreuvées, bien sûr, de toutes les résolutions du Conseil de sécurité, celles qui étaient venues, bien sûr, autoriser purement et simplement l'usage de la force, au titre de ce fameux chapitre 7 de la Charte, l'usage de la force par, soi-disant, par les Nations Unies, mais en réalité, à ce moment-là, essentiellement les contingents, les militaires français, et bien sûr, pas besoin de revenir là-dessus, mais je l'ai déjà dit rapidement, dire qu'au fond, quand on regarde de plus près, cette politisation, elle est bien évidemment évidente, mais c'est une politisation, je crois franchement, qui, notamment avec l'affaire qui est aujourd'hui sans doute la plus importante à examiner la Cour, c'est-à-dire l'affaire concernant le président Laurent Gbagbo, eh bien cette Cour a peut-être, me semble-t-il, et je suis peut-être trop optimiste, signé son arrêt de mort. La Cour pénale internationale est appelée, tout simplement, à un moment ou à un autre, sinon à disparaître ou à changer, pardonnez-moi l'expression, complètement de braquet politique. Complètement braqué changer de braquet politique et diplomatique. Et vous le savez sans doute qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, la Cour, elle était, comment dirais-je, montée au pinacle au début, elle est aujourd'hui quasiment par terre, cette Cour pénale internationale. Et quel que soit d'ailleurs finalement les opinions des uns et des autres, toutes convergent ces opinions. Je pense notamment à l'Afrique. Je viens de Dakar où j'ai eu fort heureusement là aussi l'occasion de m'exprimer sur cette Cour pénale internationale, sur le procès qui est aujourd'hui intenté, enfin, je suis tenté qu'on peut appeler un procès, une mascarade de procès, qui est intenté aujourd'hui à Laurent Gbagbo. Eh bien, je peux vous assurer que, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, où on se posait des questions, est-ce que Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Le matraquage médiatique a été tel que Gbagbo, à un moment donné, était purement et simplement associé, c'est le comble, associé bien sûr aux partisans de l'ivoirité. Alors, croyez-moi, aujourd'hui en tout cas, je dois dire que la Cour pénale internationale, je ne dirais pas de signer son arrêt de mort, mais cette Cour pénale internationale est en train en tout cas de perdre, en tout cas de tomber de son piédestal, c'est évident, et pour ma part, pardon, merci ma chère Sophie, je suis un professeur. Non, professeur, j'aime bien le micro, j'aime bien, mais de temps en temps je le tords, le micro. Quand il m'agace, quand il y a des choses qui ne sont pas intéressantes à dire, je ne sais pas comment je m'y prends. Enfin, toujours est-il, et je voudrais vraiment en rester là, dire qu'aujourd'hui, il y a à l'évidence une remise en question
de la Cour pénale internationale. Et c'est une remise en question de cette Cour pénale internationale qui a purement et simplement provoqué précisément ce fameux ou ce pseudo-procès intenté à Laurent Gbagbo. Il a fallu sans doute en arriver à une affaire qui soit aussi comment dirais-je, partiale que celle qui concerne le président Gbagbo, pour qu'on ouvre finalement les yeux. Et je rappelle tout simplement que l'Union africaine, non pas que je lui accorde toujours un crédit politique à cette Union africaine, mais toujours est-il que l'Union africaine a adopté ou a confié à un président qui est le président de l'Ouganda, Museveni, le soin donc de préparer une motion qui ferait état tout simplement du retrait des États africains de la Cour pénale internationale. Il va sans dire que les 34 États africains, je dirais même pas se retirent, maintiennent leur menace de retrait. Madame Bensouda arrêtera de faire de la communication, elle se balade partout parce qu'elle sait qu'elle est en difficulté. Elle est en difficulté et elle parle dans le vide. Elle parle dans le vide et aucune de ses paroles, quelle qu'elle soit, on l'a vu récemment, elle a fait une interview, je ne sais quoi, pour raconter qu'elle n'avait rien contre Gbagbo, que je ne sais pas quoi. Et puis en plus de ça, elle a purement et simplement promu, ça c'est nouveau, mon cher Edouard, tu dois t'y mettre, elle a promu tout simplement une politique de communication. Alors tu vois, il ne reste plus qu'à inverser ta politique de communication. Comment dirais-je, à promouvoir une politique de communication. Et aujourd'hui, vous avez des fonctionnaires de la Cour qui ne foutent rien. Pour la plupart d'entre eux, on les voit se promener, ils ont des badges, je ne sais pas, ils rentrent, ils sortent. Vous les voyez un petit peu partout, mais surtout en Afrique. Moi j'en ai rencontré précisément 2 au Sénégal, à qui j'ai dit ce que je pensais d'eux et de leur institution, mais ils n'en étaient pas dupes d'ailleurs. Mais donc il y a une politique de communication qui est menée. Alors on voit des délégations de la Cour aller à Dakar, aller à Abidjan, ils sont chez eux avec le pouvoir fantasque qui est là-bas, mais aller à Bamako, je crois qu'ils ont essayé d'aller, je ne sais dans quel pays où ils ont été considérés comme persona non grata. Donc moi je crois que franchement, là je m'adresse aux communicants ici, il faut véritablement faire barrage justement à cette branche communication que Mme Bensouda veut promouvoir. Une Mme Bensouda, et c'est le dernier mot, cher président, tu m'excuseras d'avoir été long, cette Mme Bensouda, il ne faut jamais l'oublier, qu'elle est certes procureure d'une institution prétendument judiciaire, prétendument, comment dirais-je, relevant de ce qu'on appelle la justice. Il n'en est rien. Elle est procureure au sein d'une organisation internationale gouvernementale. Ce sont les États, les ministres des Affaires étrangères qui ont créé la Cour pénale internationale. Ce sont eux qui aujourd'hui dirigent la Cour pénale internationale à travers l'Assemblée des États partis au statut de Rome. Et c'est bien évidemment vers, comment dirais-je, ces promoteurs, et en particulier ces protecteurs, qu'elle s'est tournée en 2011. Elle était au Quai d'Orsay pour faire campagne pour sa candidature au cabinet du procureur, comme chef du cabinet du procureur. Elle est allée, elle a rencontré, 2011, que je sache, il y avait un Sarkozy, donc elle est allée là-bas, et j'imagine 2011, faites un peu le rapport, c'était l'année où Laurent Gbagbo était déporté, était transféré à l'année, c'est l'année aussi où était enclenchée la procédure, donc qui allait être bien sûr biaisée, une procédure qui allait conduire bien sûr Laurent Gbagbo devant la Cour et dans les premiers, en tout cas, les premiers stades de la procédure engagée par la CPI. Merci, et encore une fois, mille excuses. Mille excuses d'avoir